L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Africable Télévision. Un seul titre pour ce journal. Célébration ce vendredi à travers le monde de la Journée internationale de la liberté de la presse. Une célébration mise à profit pour alerter le public à propos des violations de la liberté d'expression. État de lieu, portrait, réaction, interrogation à suivre dans ce journal. Bonsoir, bienvenue dans ce journal qui sera donc largement consacré à la célébration ce 3 mai de la Journée internationale de la liberté de la presse au Mali. La journée a été marquée par une rencontre entre les hommes des médias et le ministère de la Communication au Centre international de conférence de Bamako. Le droits et devoirs des journalistes a été largement évoqué au cours de cette rencontre. Ismaël Obianze et Seydou Niaré pour le compte-rendu. Nous avons besoin d'une plume patriote, propos du ministre malien de la Communication aux journalistes de son pays. La presse malienne est perçue comme un aiguillon de la démocratie depuis les années 90, un rôle qu'elle a du mal à exercer aujourd'hui dans un contexte malien de crise. Pour cette année 2013 également, 174 de nos confrères sont emprisonnés à travers le monde, dont Boukari Ndaw, directeur de publication du journal Les Républicains aujourd'hui parmi nous. À cette longue et grisante liste, on peut ajouter pour la même année les 9 nets citoyens et citoyens journalistes tués et les 162 nets citoyens emprisonnés à travers le monde. Comment parler donc sans crainte dans un environnement socio-professionnel devenu épidermique à la moindre critique des journalistes? Au-delà de se parler à elle-même, la presse malienne questionne les autorités sur les limites à ne peut-être plus franchir, avec une liste des victimes de la liberté de dire et d'exercer qui ne fait que s'allonger ici comme ailleurs. Vous êtes dans votre rôle en dénonçant les violations, les agressions. Toutes choses que nous espérons appartiennent au passé dans notre pays. Mais je vous le dis tout à l'heure, vous êtes aussi dans votre rôle en cultivant la paix, la réconciliation, le dialogue. Quelle presse malienne après la crise? Les confrères y réfléchissent déjà. La cérémonie consacrée à la Journée internationale de la liberté de presse s'est achevée par une série d'échanges enrichissants entre professionnels du métier au Centre international de conférence de Bamako. Le paysage médiatique sénégalais sera assaini. La promesse est du président Macky Sall. Il l'a dit hier à l'occasion de la cérémonie de remise des cahiers de doléances des travailleurs. Je vous propose d'écouter le chef de l'État sénégalais au micro de nos confrères de la télévision sénégalaise. Nous devons étudier très sérieusement la question de la carte de la presse. C'est pareil pour ceux qui ouvrent des journaux. Pour des raisons politiques, tu ouvres ton journal, il fusille à longueur de journée tes adversaires parce que voilà, tu mets des moyens. C'est pas juste. Les télévisions qu'on a données, moi je vais remettre de l'ordre. Parce qu'avant de partir, on a donné plus de 100, près de 100 licences de télévision. Vous croyez des hommes politiques qui ont leur télévision, des hommes d'affaires qui ont leur télévision. Mais on doit réglementer cela. On ne peut pas laisser n'importe qui ouvrir son antenne télévision, se mettre à faire ce qu'il veut. Il faut qu'il y ait un cahier de charge. Il faut qu'on respecte ces engagements, qu'on évolue dans la sphère de la communication et que le cahier de charge dise pour avoir une télévision, voilà les conditions, que vous le respectiez. Mais on ne peut pas laisser chacun, parce qu'il est proche du président ou proche du ministre de la communication, prendre 2, 3, 4 licences. Et demain même, on voudrait donner qu'il y aurait des difficultés parce que toutes les plages possibles de fréquence ont été déjà données. C'était là le président sénégalais Macky Sall hier à l'occasion de la remise des cahiers de doléances des travailleurs sénégalais. Mais voyons concrètement ce qui s'est passé aujourd'hui à l'occasion donc de ce 3 mai. Cette journée de la liberté de la presse a été une occasion pour les acteurs des médias sénégalais de réaffirmer leur engagement, mais aussi d'élaborer un plan d'action qui aura pour objectif la sécurité des journalistes et leur plein épanouissement. Reportage Mariam Bengefa et Pendambay Antoumar avec notre bureau à Dakar.
De plus en plus, la liberté d'expression fait face à de nouvelles menaces. Les journalistes sont souvent cibles de censure, d'agressions, de détentions et de mauvais traitements. Au cours des 10 dernières années, plus de 60 journalistes ont été tués et parmi eux, beaucoup n'exerçaient pas dans des zones de conflit. Une situation déplorée par les acteurs de la presse qui ont cloué au pilori ces pratiques. Je ne peux pas vous dire en Amérique latine combien de journalistes sont tués par jour en Colombie, au Pérou, au Venezuela parce que simplement ils font des enquêtes sur les cartels de la drogue. Nous avons déjà commencé, nous au Simpix quand j'y étais, à établir un partenariat avec les forces de l'ordre. Et nous sommes parvenus à leur faire comprendre qu'ils ne peuvent pas, sur le théâtre des opérations, nous considérer comme des curieux ou des badauds. C'est face à cette forme d'insécurité et d'injustice que le gouvernement du Sénégal a décidé à travers le thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias » de susciter une action internationale en vue de protéger la sécurité de chaque journaliste et de briser le cercle vicieux de l'impunité. Le Sénégal, notre pays, est un pays de longue tradition démocratique où la liberté d'expression est ancrée dans nos valeurs et pratiques. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux, ces femmes et ces hommes, dans tous les continents, à risquer leur vie tous les jours, toutes les nuits, pour apporter la bonne information aux autres. Comparé aux autres pays africains, le Sénégal est considéré comme un modèle de démocratie. C'est un havre de paix pour les journalistes, ce qui lui a valu le rang de 75e sur 179e. Je vous propose à présent le portrait d'une journaliste. Elle est sénégalaise et vice-présidente de la Fédération internationale des journalistes. En somme, c'est une femme engagée. Son portrait ici avec notre bureau à Dakar. Moi, je n'aime que la presse, je n'aime que les journalistes et les techniciens de la communication sociale. C'est mon milieu naturel. Pas besoin de chercher loin, ces mots en disent long. Première femme vice-présidente de la Fédération internationale des journalistes et ex-secrétaire générale du Simpix, Diatou Cissé doit sa célébrité à l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf, et lui avait posé une question déplaisante qui avait mis le président dans tous ses états. Il y avait un guide religieux à l'époque qui faisait faire circuler une cassette vidéo où il s'attaquait au président Abdou Diouf. Moi, je lui avais dit que lui, il était une institution, un responsable moral, que selon la cassette qui est en circulation, son honorabilité aurait été entachée et qu'en tant que président de la République, il se devait quand même d'éclairer l'opinion sénégalaise. Et je pense que le sujet l'a tellement touché. Exerçant ce métier depuis 22 ans, Mère Teresa, comme l'appellent la plupart de ses proches, est une femme de conviction qui a des défauts comme tout le monde. Une nature impulsive, une certaine crédulité au-delà de ce qu'on pense. Je pense que je peux être très crédule et très naïve. Je fonctionne beaucoup avec mes sentiments. Quand j'ai de l'empathie pour vous aussi, je peux vous donner tout ce que j'ai. Quand j'ai pitié de vous, je peux vous donner sur tout ce que j'ai. Allier sa vie professionnelle et familiale n'est pas chose aisée pour cette syndicaliste qui a beaucoup participé au renforcement du Simpix. Voilà, au Niger aussi, l'on a célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Outre les revendications des journalistes, le gouvernement a pris certaines mesures allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et du cadre du travail des journalistes. Écoutons notre correspondant à Niamey, Sarki Aboubakar, que nous avons pu joindre plus tôt dans la journée. Pour ce qui est de la liberté de la presse au Niger, il faut retenir une date, le 30 novembre 2011. Le président de la République du Niger, Mamadou Issoufou, avait signé la déclaration de la montagne de la table. Il est d'ailleurs le premier chef d'État africain à l'avoir fait. Vous savez que cette déclaration appelle à l'abolition des lois pénales sur la diffamation et l'insulte public. Ce geste historique a contribué à faire respecter et à renforcer la liberté de la presse au Niger. Un autre élément, un chiffre à présent, il s'agit du nombre de chaînes de télévision privées. Le pays en compte plus d'une dizaine, sans compter la multitude de journaux et de radios. Un autre élément assez révélateur de cette liberté de la presse, il s'agit du fonds d'aide à la presse que le gouvernement nigérien octroie à l'ensemble des médias nigériens. Direction l'Afrique centrale, le Gabon, avec cette question, qu'en pensent les Gabonais du traitement de l'information par les médias du pays? Élément de réponse dans ce commentaire sien, Thierry Mensa et Ismaël Obianzi.
Exercice prébendier du métier, otage de personnalités financièrement influentes, des tireurs à gages que l'on loue pour de basses besognes. Bref, l'opinion publique en Afrique de façon générale, les cas du Gabon en particulier, a mal à sa presse et pense qu'il y a plus de mauvais journalistes que de bons. Les informations qui sont données, notamment dans les journaux privés, ne sont pas fondées et ils se basent parfois sur des rumeurs. Que ce soit la presse aujourd'hui, que nous avons la presse privée, la presse publique, il n'y a pas d'impartialité. Profession naguère noble et respectée, le journalisme a traversé les générations. Aujourd'hui, la large profession des journalistes, comme l'affirme Pierre Rousseau, projette une image de désolation. Il en est des corrompus, c'est vrai, qui font dans un carriérisme de bas étage. Il y en a qui ne font pas leur profession. Moi, en tant que professionnel, lorsque je regarde certains confrères, lorsque je lis, j'ai honte. Je me dis, ça, ce n'est plus la profession. Le journaliste doit toujours savoir, il doit toujours avoir en idée que la liberté de l'expression, c'est bien, mais la liberté d'expression ne signifie pas liberticide. Rebonjour, monsieur Bachar. Alors, cette fois-ci, qu'avez-vous trouvé, dites-nous ? Beaucoup piétinent leur code de déontologie pour des articles commandés et monnayés. L'état clinique de la presse n'est pas loin du coma au Gabon. La mort s'en suivra si une thérapie de choc n'est pas envisagée par les professionnels du métier eux-mêmes. Venons-en maintenant au danger du métier de journaliste. Selon Reporters sans frontières, 23 journalistes ont été tués en 2012. 173 ont été emprisonnés dans le monde. Ce vendredi à Paris, RSF a donc joué la carte de la provocation pour mieux interpeller le monde sur ce qui constitue un danger pour ceux qui veulent éclairer le monde. Des doigts d'honneur, des dirigeants qui jugulent le plus la presse dans le monde. Le message est clair. Voici l'image forte que véhicule Reporters sans frontières. En plein centre de Paris, des affiches 4x3 de Kim Jong-un, le leader nord-coréen, de Vladimir Poutine, le président russe, ou encore de Mahmoud Ahmadinejad, le chef iranien. L'idée est de dénoncer pour mettre fin à l'impunité, pour que la communauté internationale se saisisse du problème. Or, on s'aperçoit que même des pays qui vantent la liberté de la presse, lorsqu'il s'agit de leurs alliés, s'abstiennent de toute dénonciation. Chacun se mobilise à sa façon. L'UNESCO réalise un clip où tous peuvent s'exprimer, journalistes comme parlementaires. Dans les sociétés démocratiques, des médias libres, divers et pluralistes, des débats publics sont essentiels au contrôle du pouvoir. Et c'est en Europe que la presse reste encore la plus libre. Les pays en tête de classement pour la 3e année consécutive sont la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège. Les critères de Reporters sans frontières sont bien sûr la possibilité de s'exprimer librement, mais aussi les violences exercées contre les journalistes et leurs proches, parfois jusqu'à la mort. Et l'année 2012 a été la plus meurtrière pour les acteurs des médias, notamment en Somalie, en Syrie, au Mexique ou au Pakistan. Et c'est en Afrique et en Asie que la situation est la plus grave pour la presse. Le trio infernal tout en bas du classement, le Turkménistan, la Corée du Nord et l'Érythrée. L'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un n'a rien changé au contrôle absolu de l'information et l'Érythrée continue d'être une prison à ciel ouvert pour sa population où les journalistes se font assassiner en détention. La presse a beaucoup espéré des printemps arabes. Pourtant, dans ces pays, la situation n'a finalement pas beaucoup évolué. En Tunisie, Égypte et Libye, la transition vers une presse libre ne s'est pas réalisée. Procès à répétition contre les journalistes et manque de transparence perdure. Mais il y a aussi des pays où il y a du mieux, comme en Côte d'Ivoire, enfin sorti de sa crise politique majeure, ou encore en Birmanie, où le printemps birman a eu, lui, des effets d'ouverture sans précédent. Tout autre chose à présent, la justice ivoirienne, longtemps accusée de faire le jeu du pouvoir, donne aujourd'hui la preuve de son impartialité. Hier, elle vient de condamner de 7 à 10 ans de prison 2 éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire rendus coupables du meurtre de personnes dans l'est du pays. En Germaniani, Herman Dogo avec notre bureau à Abidjan. C'est un premier procès pour l'exemple contre des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Sur les 7 militaires poursuivis pour meurtre d'au moins 5 personnes à Vavois dans le centre-ouest du pays en décembre 2011, 2, dont 7 officiers, ont été condamnés à 7 et 10 ans de prison. Les 5 autres n'ont pas été reconnus coupables. Pour la partie civile, c'est déjà une victoire. Il y a eu culpabilité, nous sommes satisfaits. De toute façon, la partie civile ne court pas vers
la condamnation des prévenus seulement. L'essentiel, c'est qu'on ait une culpabilité. C'est suffisant pour nous pour exercer notre demande de réparation. Pour la défense, ce verdict devrait innocenter ses clients qui n'ont en réalité rien à se reprocher. Pour nous, tous nos clients sont carrément innocents de tous les chefs d'accusation. Il y en a 2 qui sont restés dans les liens de la prévention, mais nous allons nous pouvoir en cassation. Et cela dès ce vendredi. Longtemps accusé de partialité, la justice ivoirienne veut ainsi donner la preuve de son impartialité. Elle devrait aller plus loin, clament certaines organisations de défense des droits de l'homme. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en Afrique. C'est en images et en bref, rassemblé et commenté par Mahmoud Kabadiakiti. Le président ivoirien et ses ministres en visite dans l'ouest de la Côte d'Ivoire depuis jeudi 2 mai. Alassane Ouattara a entamé une visite de 3 jours, commencée par un conseil des ministres extraordinaire hier à la préfecture de Mans. C'est la première fois que le gouvernement se réunit hors d'Abidjan ou Yamoussoukro. Et Alassane Ouattara a annoncé que ce sera désormais fait une fois tous les 2 mois. Les pays d'Afrique centrale ont tenu ce vendredi à Brazzaville un nouveau sommet extraordinaire sur la crise centrafricaine avec comme objectif de trouver des solutions pour un pays qui reste très instable plus d'1 mois après la prise du pouvoir par les rebelles du Séléka. Seuls 2 chefs d'État ont pris part aux discussions, à savoir le président Denis Sassou Nguesso et son homologue sud-africain Jacob Zuma. Quant aux autres pays membres de la CEAC, ils ont dépêché des ministres. La famine et la grave insécurité alimentaire en Somalie ont tué quelques 258 000 personnes entre octobre 2010 et avril 2012, dont 133 000 enfants de moins de 5 ans. C'est le lourd bilan révélé dans une étude publiée par l'ONU jeudi 2 mai, commandée par la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation, l'agriculture et le réseau d'alerte précoce de la famine. Au Bangladesh, le bilan de l'effondrement d'un immeuble abritant des ateliers du textile a dépassé vendredi les 500 morts selon un bilan toujours provisoire. Un drame qui a jeté une lumière crue sur les conditions de travail des ouvriers dont sont en partie responsables les marques occidentales, a accusé la première ministre Sheikh Hasina. Retour au Niger où un incendie s'est déclaré ce vendredi matin aux environs de 8 h heure locale dans les bureaux du Haut-Commissariat. L'initiative 3N, entendez par là les Nigériens nourrissent les Nigériens, un programme qui constitue l'axe stratégique de la politique du président Mahamadou Issoufou. Aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Les causes de l'incendie restent également inconnues. Écoutons ces précisions de M. Alaouri Diallo Amadou, interrogé par notre bureau à Niamey. Au niveau des dégâts, les dégâts sont estimés sur une surface de 200 mètres carrés qui concerne une salle de réunion et 5 bureaux. Ça a occasionné quelques fissures sur les bâtiments et nous sommes en train de traiter, de faire le refroidissement, faire le dégarnissage pour voir comment rapidement on va rendre les locaux aux propriétaires pour voir comment ils peuvent entrer en réexploitation. C'est un incendie qui s'est déclenché, c'est une aile du bâtiment, et puis de toute façon, ça n'aura aucun effet sur la mise en œuvre de l'initiative 3N. Non, pas du tout, dans la mesure où les actions sont en cours, l'essentiel des documents sont sauvés, donc en principe, il n'y a aucun problème. Voilà qui me fait à ce journal, vous l'aurez compris, largement consacré à la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Mais avant de nous quitter, votre programme de ce soir sur Africable Télévision, 20h30 à votre avis, 21h30 Afrique Info, première partie à 22h, votre 22h15, votre série Chouarg. Excellent week-end à toutes et à tous, à demain bien sûr. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun,
un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.